Bien le bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc et vous pour ce point de marché du mercredi 12 décembre 2018. Aujourd'hui, l'IPC des États-Unis sera attendu. Ce matin, il y a même quelques minutes, nous avons eu des informations sur le Brexit et plus particulièrement sur Theresa May qui est, comme vous savez, visée par une motion de censure des députés conservateurs. Il y a eu ces députés conservateurs qui ont envoyé ces 48 lettres nécessaires pour la motion de censure, le vote de défiance. Et donc ce soir, il y aura les députés voteront pour ou contre Theresa May et son gouvernement entre 19h et 21h. Beaucoup de chances que Theresa May, à l'issue de ce vote, soit destituée et que donc, nous revenions presque au point mort dans les négociations, enfin presque au point initial, pardon, dans les négociations du Brexit, puisque qui dit destitution de Theresa May dit un remplacement. Ça va soit être un hard Brexiteur ou soit être, il y a moins de chances, mais un parti, le principal parti d'opposition qui est le parti des travaillistes, et auquel cas serait plutôt un très sobre Brexit, voire même pas de Brexit du tout. Voilà, donc les choses vont se compliquer pour Theresa May. Ce qui est sûr, c'est que le flou est total sur la situation du Royaume-Uni, déjà au niveau de la politique interne, mais également au niveau du Brexit. Dorénavant, voilà, les cartes sont rebattues et et voilà, donc pour le moment, le GBP n'a pas réagi négativement à cette annonce, ce qui montre bien que le marché, ça fait quand même des semaines qu'il price le pire, que ce soit pour le Brexit, mais également pour beaucoup de facteurs. Donc voilà, donc on n'a pas d'impact pour le moment sur le GBP. Donc sans plus attendre, on va commencer par l'avertissement gaz sur les risques. Le trading avec effet de levier ampli, toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors bonjour à vous la mec, j'espère que vous allez bien. Raymond, que je salue également. Frédéric et Hubert, bonjour à vous. Alors bonjour, pouvez-vous m'envoyer les formules que vous avez sur le Pro Realtime pour votre indicateur VIX, s'il vous plaît. Vous avez annoncé que c'était possible de les demander suite à votre présentation sur Paris le mois dernier. Mon mail, alors très bien, je vous l'enverrai à la fin de ce webinaire dans la matinée. Je vous l'enverrai. Voilà, mais de toute façon, le code, vous avez simplement à le voir sur la vidéo qui est disponible en replay sur YouTube. Il me semble que je le montre à la fin pendant plusieurs secondes, voire peut-être une minute. Donc vous avez juste à mettre pause sur la vidéo et à copier ces 3 lignes de code. Voilà, ça prend vraiment 2 minutes à le réécrire. Voilà. Est-ce que j'ai essayé de l'adapter sur TradingView? Non. Alors, si c'est l'indicateur Disparity Index, oui. La stratégie, non. Voilà. Est-il possible d'adapter sur d'autres actifs? Alors, beaucoup de questions, je vois. Eh bien, écoutez, possible d'adapter à d'autres actifs. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit à ma formation à Paris ou dans la vidéo sur YouTube, mais en tout cas, je l'ai dit une fois. Ce signal du VIX donne un signal pour l'ensemble des marchés actions. Bien évidemment, le S&P c'est le premier concerné puisque le VIX c'est la volatilité implicite des actions cotées dans le S&P 500. Donc forcément le VIX c'est avant tout le S&P 500. Mais si votre question c'est est-ce que le VDAX, par exemple le VIX du DAX, peut être utile pour avoir des actions du DAX, j'ai envie de dire oui. Maintenant, j'invite à revoir les bornes de plus 10% et moins 5%. Vous savez, ces fameuses bornes que je vous ai présentées, je ne sais pas s'ils sont valables pour le VXN, qui est le VIX du Nasdaq, ou pour le VDAX, etc., etc. Mais le signal, concrètement, si le S&P rebondit, quand on a un sell-off, parce que le but de cette stratégie du VIX, c'est quoi? C'est de payer une fois qu'on a eu un sell-off. Donc en général, quand le S&P rebondit après un sell-off, il n'y a pas que le S&P qui rebondit, il y a également le DAX, il y a également le Nasdaq. Donc j'ai envie de dire, les signaux du VIX sont également valables pour le DAX, pour le CAC 40, pour le Nasdaq, etc., etc. Voilà. Bon, au niveau de l'actualité de ce matin, on a plutôt de l'appétit pour le risque, généré par des propos plutôt optimistes de Donald Trump qui a évoqué mardi sur Twitter des conversations très productives en cours sur le commerce avec la Chine et qui ne comptait pas imposer de droits de douane supplémentaires sur les produits chinois dans l'immédiat. Il s'est également dit disposé à intervenir concernant les poursuites judiciaires contre la directrice financière de Huawei si cela permettrait de favoriser la conclusion d'un accord commercial avec la Chine. Concernant le Brexit, alors
Maintenant, cette information est caduque puisque je l'ai écrit il y a 30 minutes et il y a 30 minutes, il n'y avait pas cette information, mais c'est officiel. Nous avons les députés conservateurs britanniques qui ont réuni le quota des 48 lettres. Donc ça y est, c'est officiel, c'est pas seulement selon la BBC ou pardon, BBC, hein, pas BBC. Ce n'est pas que selon la BBC, ça y est, c'est officiel, officialisé par Reuters. Les députés conservateurs britanniques ont réuni le quota des 48 lettres nécessaires pour déposer une motion de censure contre le gouvernement de Theresa May. Et donc, un vote pourrait intervenir à la Chambre des communes, interviendra même à la Chambre des communes ce soir entre 19h et 21h, heure française. Voilà. Au niveau de la politique américaine, on a Donald Trump qui a menacé hier, le shutdown s'il n'obtenait pas du Congrès les crédits qu'il réclame pour construire ce fameux mur mexicain. En France, on a donc la facture globale des mesures annoncées depuis le début de la crise des Gilets jaunes, évaluée entre 8 et 10 milliards d'euros par Bercy, qui devrait creuser le déficit public à 3,5% du PIB en 2019, soit bien supérieur au seuil demandé par Bruxelles. Alors on a Pierre Moscovici qui ce matin dans un papier du Figaro, ou le Parisien, je ne me souviens plus exactement, qui indique que voilà, ça peut arriver, il y a des exceptions et un pays peut, de façon exceptionnelle, avoir un budget au-delà des 3%. Voilà, donc Pierre Moscovici qui essaie de calmer le jeu, mais en tout cas, le fait qu'on ait ces mesures positives pour le pouvoir d'achat, en tout cas, augmente le déficit, devrait augmenter le déficit public de 2019 au-dessus des exigences de Bruxelles. Dans le même temps, eh bien, en Italie, les leaders qui estiment que puisque la France est au-dessus de 3%, Bruxelles devrait accepter la proposition du budget du gouvernement à 2,4% du PIB. Et donc, on a eu le spread OAT-Bund, qui est le spread entre la France et l'Allemagne à 10 ans, qui a atteint un plus haut de 18 mois, 48 points de base, ce qui a fait plier l'euro. Voilà, c'est pour ça que hier dans l'après-midi, on a eu l'euro qui a baissé. Alors c'est pas vraiment à cause de ces mesures, mais c'est parce qu'on a vraiment le gouvernement italien qui a annoncé que parce que voilà, Macron avait décidé ces mesures et que le déficit public devrait être bien au-dessus des 3%, eh bien, il n'y a pas de raison que Bruxelles refuse le projet de budget du gouvernement italien. Voilà. Et c'est pour cette raison qu'on a eu une baisse de l'euro vraiment très importante, parce que si vous mettez en une minute, on a vraiment eu une chute de l'euro dans l'après-midi. Au niveau de Huawei, alors ça se complique puisqu'on a l'ancien diplomate canadien Michel Grovic, conseiller principal dorénavant à l'International Crisis Group, qui a été arrêté en Chine selon plusieurs médias. Donc on voit qu'on commence à avoir des tensions entre le Canada et la Chine depuis finalement l'arrestation ce week-end de la directrice financière de Huawei par les autorités canadiennes sous la demande des États-Unis. Voilà. En tout cas, hier, on a eu un marché action américain qui a globalement clôturé dans un ordre mitigé. Alors le Nasdaq, les valeurs tech ont surperformé une nouvelle fois, plus 0,32%. Donc l'appétit pour le risque aux États-Unis, c'est clairement atténué en raison de la menace un peu plus tard dans la journée du shutdown par Donald Trump. Au début, on a eu vraiment une hausse grâce aux propos optimistes sur les relations, sur les négociations avec la Chine. Et ensuite, quelques heures après, on a eu ce fameux Donald Trump qui a menacé le shutdown et qui donc a vraiment atténué l'optimisme des investisseurs. Le DXY a progressé hier. Alors le DXY a progressé puisque c'était dans ce contexte une valeur refuge, puisque voilà, on a le spread OAT-Bund qui a vraiment augmenté de façon significative hier. Et donc le marché a vendu l'euro et a acheté du dollar. Ce matin, nous avons le 10 ans américain qui prend un point de base, qui a 2,88%, pardon, j'ai pas actualisé, c'est 2,88%, pas 3,88. Le Yen Index qui est à l'équilibre, on va dire. Le Gold, pareil. Par contre, le Nikkei et le MSCI Emerging Market sont en hausse. Ces deux indices, enfin même l'Asie, globalement, profitent directement des propos optimistes de Donald Trump sur le commerce avec la Chine. Au niveau du calendrier économique, globalement, le focus du jour se portera sur l'IPC des États-Unis à 14h30 heure française. À 9h30 heure française, nous aurons une réunion des ministres italiens. Et ensuite, à 16h30 heure française, nous aurons Conte qui va rencontrer Juncker à Bruxelles. Voilà, donc 3 heures de clés qui pourraient être une volatilité, 9h30, 14h30 et 16h30.
Alors bonjour à tous ceux qui viennent nous rejoindre. Pour le pétrole, etc. Alors non, il y a pas de, alors il n'y a pas de, comment dire, les signaux du VIX peuvent pas être utilisés pour trader le pétrole, par exemple. Voilà. Et il n'y a pas d'équivalent. C'est-à-dire que, enfin, peut-être qu'il y en a un, mais en tout cas, je ne le connais pas. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de faire vos recherches pour voir si voilà, vous trouvez quelque chose de similaire pour le pétrole, etc., etc. Moi, ce que j'ai fait, c'est vraiment le VIX avec qui est valide. Ces signaux du VIX sont valides pour l'ensemble des marchés actions, mais avant tout pour le S&P. Mais c'est également valable pour le CAC 40, etc., etc. Regardez ce qu'a fait le CAC 40 hier. Il a terminé dans le vert. Voilà. Et d'ailleurs, hier, on a eu une belle progression hein, finalement des marchés actions. Hein. On le regarde rapidement, mais alors, tac, tac, on va mettre Forex, performance, alors futur, performance, indice. Donc vous voyez, ça c'est hier clôture, donc 0,22, 0,25, 0,38. Ah non, pardon, ça c'est les futurs. Hein. Ah, c'est les futurs, donc c'est pas le cash. C'est pas le cash. Donc bon, du coup, je vais pas pouvoir vous montrer, mais en tout cas, on a eu une belle hausse des marchés actions hier. S&P qui clôture en hausse. Alors vous voyez que la hausse est nettement atténuée, mais hier on avait vraiment une belle progression. Donc c'est toujours ce signal du VIX, c'est toujours valide. Hein. C'est pas parce qu'on a eu voilà l'optimisme qui s'est atténué à cause de la menace du shutdown qu'il faut annuler la position acheteuse. Encore une fois, l'invalidation de la stratégie, c'est si on inscrit un nouveau plus bas. Et la possibilité, honnêtement, le risque-reward est davantage en faveur d'un rebond plutôt que davantage de baisse. Voilà, les risques ont été quand même beaucoup pricés, ont été beaucoup intégrés dans les prix. Donc c'est pour cette raison que j'envisage un rebond des marchés actions. En plus on a notre signal du VIX, voilà, on a le marteau. L'analyse reste similaire à celle qu'on avait hier matin. Donc c'est toujours bullish en direction voilà, de nos objectifs. Donc je suis clairement haussier sur les marchés actions. Le CAC 40, vous voyez qu'on a eu une journée positive hier. Et voilà, l'idée c'est qu'on a cherché toujours les 4009 dans un premier temps. Mais c'est pas parce qu'on vient chercher 4009 qu'il va falloir shorter le CAC 40. Tant que la tendance à court terme sera haussière, il n'y a pas de raison de shorter le CAC. Et pour moi en horaire, on voit, bon, le momentum, il n'est pas non plus impressionnant, mais on a tout de même une hausse. Donc voilà, faut faire juste preuve de patience pour aller chercher les 4009 et pourquoi pas par la suite les 5000. Voilà. En tout cas, je suis haussier sur les marchés actions, d'une manière globale, hein, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Donc voilà, je suis plutôt optimiste. Je pense que le DAX il peut venir chercher les 11 050 à court terme. Voilà, je dis bien à court terme. Hein, je suis optimiste sur du court terme. Voilà. Et l'Eurostock 50 toujours haussier jusqu'à 3100 points. En ce qui concerne les 48 lettres pour mai, cela veut dire qu'elle va être renversée ou pas. Vous connaissez un site de bookmaker financier qui donne des prévisions économiques. Alors, je n'ai pas le nom en tête. Mais oui, il en existe un. Alors, attendez. Alors, je pense que c'est Odds Checker. Et là, donc, vous devriez avoir. Voilà, donc vous voyez, c'est sur plusieurs plateformes. Et donc là, voilà, vous avez les chances. Vous voyez, là où il y a le plus de probabilité. Next Prime Minister Betting Odds. Donc, bon, c'est en anglais, hein. Mais du coup, c'est la probabilité du prochain Premier ministre. Voilà, donc là, vous avez selon les plateformes. Donc là, pour un moment, on le voit. Bon, alors en tout cas sur cette plateforme que je ne connais pas du tout. De toute façon, je ne connais pas du tout. Et donc favorite, on va trier par favorite. Alors je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais je suppose que c'est Jeremy Corbyn le premier, ensuite Boris Johnson, suivi par Dominic Raab, etc., etc. Voilà.
Donc British Politics, Politics d'une manière générale, voilà. Voilà, donc oddsshaker.com. Alors ceci étant dit, donc voilà, aussi sur les marchés actions aujourd'hui, aussi sur les marchés actions, on a toujours des propos vraiment positifs de la part de Donald Trump sur le commerce chinois, ce qui est le catalyseur numéro 1 sur les marchés actions. Donc voilà, je suis plutôt optimiste quant à une progression des marchés. Alors, là mec, bonjour à vous. Sur les corrélations sur le Forex, j'ai fait une étude et j'ai conclu que les paires suivantes pourraient être traitées tout en même, en respectant un bon money management sur l'angle des corrélations USD Yen, NZD USD, AUD Yen, AUD CAD, CAD Yen, CHF Yen, Euro AUD, GBP CAD. Votre avis, s'il vous plaît. Alors, est-ce que vous êtes en train de me dire que ces corrélations sont positives entre elles ou voilà, si vous pouvez être un peu plus précis. Mais oui, concrètement, il y a des paires, hein, on le sait. De toute façon, l'AUD, c'est une devise commodity, et plus précisément une matière première qui est corrélée aux métaux. Et donc, tout ce qui va être or, argent, cuivre, va énormément influencer le dollar australien, tout comme le rand sud-africain ou le rial brésilien. Voilà, donc ça c'est une corrélation positive, ce qui veut dire que si on a une hausse de l'or ou des métaux, eh bien on a une hausse de l'AUD. Et c'est pour ça que l'AUD, je suis plutôt positif. Et hier, je ne sais pas si je l'ai dit dans le webinaire, en tout cas j'ai écrit un article et en disant que voilà, je suis haussier sur l'AUD et que le prix actuel, le prix d'hier était pour moi intéressant. Regardez, on a une divergence haussière, validation, la divergence par le RSI, la MACD qui se croise à la hausse. Voilà, moi ça me semble un bon point d'entrée pour payer l'AUD et venir viser les 0,75. Voilà, 0,75. Puis pourquoi pas, voilà, plus haut, hein, encore une fois. Le seuil d'invalidation, c'est ce support à 0,7165. Pourquoi? Tout simplement parce que l'AUD en 4 heures, il est toujours dans un canal haussier. Et aussi longtemps qu'il sera dans un canal haussier, l'AUD sera soutenu. Voilà, donc l'AUD, je suis plutôt optimiste et je pense que le prix actuel me semble un bon prix pour payer, pour viser 0,75. En termes de ratio risque-rendement, regardez, depuis les prix actuels, avec un risque de une quarantaine, cinquantaine de pips pour voilà 0,75, vous voyez, ça fait près de 300 pips, ça fait quand même un ratio risque-rendement de 6, donc il y a de quoi faire. Corrélation entre ces 8 paires. Alors, j'ai pas fait l'étude de ces corrélations de ces 8 paires. Personnellement, ça m'étonnerait que l'USD Yen et le NZD USD soient corrélés positivement. Donc voilà. Honnêtement, ça m'étonnerait que ce soit collé positivement. Après, peut-être négativement. Hein, je ne sais pas. Voilà, faudrait que je regarde ça de plus près. Mais voilà. Donc, on peut ouvrir les 8 paires en même temps. Alors, oui, mais réfléchissez à quel est l'intérêt d'ouvrir un trade sur les 8 paires en même temps. Si vous pensez qu'il y a une corrélation positive, à quoi ça sert d'avoir 8 paires en même temps? Voilà, posez-vous cette question. Est-ce que ça a un intérêt? Parce que s'ils sont corrélés positivement, ces paires, si elles sont corrélées positivement, pardon, vous n'allez pas être diversifié. Si elles sont corrélées positivement, c'est pas parce que vous achetez 8 ou 10 paires ou peu importe que vous êtes diversifié. Au contraire, vous êtes concentré puisqu'elles sont corrélées positivement. Donc voilà, réfléchissez pourquoi il faudrait acheter ces 8 paires. Voilà. Est-ce qu'il y a un intérêt derrière? Et si lequel, s'il y a un intérêt, est-ce que c'est un bon intérêt d'acheter ces 8 paires? Vous voyez? Donc voilà. Alors, donc, au niveau du forex, voilà, aussi AUD, l'euro qui a du mal à progresser, mais qui est techniquement toujours dans son triangle. Donc, aussi longtemps qu'il est dans son triangle, personnellement, je resterai plutôt neutre sur l'euro-dollar, même si, comme je l'ai dit hier, j'envisage plutôt une sortie par le haut, compte tenu des signaux haussiers. On a des divergences haussières, soit en journalier ou en hebdomadaire. Donc voilà, je me dis qu'une sortie par le haut est plus probable. Maintenant, il faut garder à l'esprit qu'un triangle symétrique, c'est une pattern de continuation. Et puisque le précédent mouvement, c'est un mouvement baissier, il y a donc statistiquement plus de chances qu'on y sorte par le bas. Voilà, donc le mieux, je pense, euro-dollar, c'est vraiment d'attendre le breakout, que ce soit à la baisse ou à la hausse, pour ensuite entrer à l'achat ou à la vente sur l'euro.
Le GBP, comme vous savez, je le mets de côté, mais on voit qu'on a un breakout, on a un nouveau plus bas de 20 mois sur le GBP USD. Là, concrètement, vous voyez, on dépasse les 1,25. Si on a une destitution de Theresa May, ça n'a pas été pricé, mais il y a fort à parier que voilà, on a cherché des niveaux de support beaucoup plus bas. Donc là, déjà, on voit, on a des supports, donc on a des seuils ici. Voilà, prochain niveau de support, ça serait 1,2366. Voilà, 1,2366 puis 1,21. Voilà, donc pour le GBP USD, c'est plutôt baissier. Maintenant, voilà, encore une fois, le GBP USD, tout peut changer d'un moment à un autre. L'USD Yen, que fait notre ami l'USD Yen? Eh bien, l'USD Yen, vous voyez, a du mal à vraiment à se diriger. Là, on a un rebond de l'USD, donc on a une baisse du Yen, ce qui me semble assez logique puisqu'on a eu un rebond des marchés actions. Voilà, on a eu notre fameux signal du VIX lundi soir, enfin lundi à la clôture des marchés américains. On est rentré, enfin j'ai mis l'hypothèse de passer à l'achat hier matin. Je suis toujours extrêmement bullish sur les marchés actions depuis hier et même encore ce matin. Donc c'est normal que le yen sous-performe. L'USD yen, c'est corrélé positivement au marché actions. Ouais, je dirais même finalement que non, l'USD yen, voilà, c'est corrélé positivement au marché actions. Si vous regardez par exemple le S&P, on va mettre le futur et on le superpose avec l'USD yen, d'accord? Vous voyez qu'on a quelque chose quand même assez positif. Baisse de l'USD yen, baisse des marchés actions. Hausse de l'USD yen, hausse des marchés actions. Là, on a une chute, vous voyez, en même temps. Ici, on a une chute. Donc, qui dit rebond de l'USD yen, dit qu'il y a des chances qu'on ait, comment dire, également un rebond des marchés actions. Donc, si on est haussier sur les marchés actions, on est donc baissier sur le yen. Ce qui est plutôt logique puisque le yen, c'est une devise refuge et les marchés actions, c'est eh bien, un actif risqué. Voilà. Corrélation USD-yen à 200 jours, donc elle n'est pas très viable. Par contre, si on se met à 200 semaines, peut-être qu'on peut, voilà, voir quelque chose de plus positif. Alors non, pas vraiment, pas vraiment. Voilà. Donc peut-être que si on met, alors peut-être que si on met du yen index, on va mettre yen index avec le S&P. Yen index S&P, bon, vous voyez qu'on a à 200 jours, on n'a pas de corrélation. Donc finalement, vous voyez que d'un point de vue trading, c'est compliqué de trader les marchés actions en fonction du yen. Bon, le yen, on aime le voir en baisse dès qu'on a une hausse des marchés actions, ce qui est logique, puisque comme vous savez, le yen, c'est une devise refuge et le marché action, c'est un actif risqué. Donc, normalement, il devrait évoluer de façon opposée. Maintenant, on voit que d'un point de vue statistique, enfin, oui, c'est d'un point de vue de corrélation proprement dit, on n'a pas vraiment de corrélation nette. C'est pas comparable à la corrélation entre le gold et l'AUD-USD, où là, on a une corrélation totalement positive, que ce soit sur du journalier, que ce soit sur de l'hebdomadaire, c'est voilà, indiscutablement positif. Maintenant, l'USD yen, ça fluctue beaucoup plus. Voilà, ça fluctue beaucoup plus. Mais bon, on aime voir une baisse du yen dès qu'on a une hausse des marchés actions. Et si on est fortement haussier sur le marché actions, c'est compliqué d'être fortement haussier sur le yen. Pensez-vous que l'euro-dollar va chercher la parité et quels en seraient les impacts? Alors, la parité, c'est pas pour demain. En tout cas, je ne pense pas. Je pense qu'on est relativement proche d'une récession américaine. Alors, je ne veux pas, attention, je ne veux pas inquiéter, hein, mais je pense que au vu de la courbe des taux aux États-Unis, on est relativement proche, et donc de ce fait, le dollar ne devrait pas, voilà, il devrait pas non plus, comment dire, faire revenir l'euro à la parité. En tout cas, pas de si peu. Je pense que à long terme, c'est possible puisque voilà, on est dans un canal, comme vous savez. Alors je vais mettre, pardon. Voilà, je vais mettre en mensuel. Et vous voyez qu'en mensuel, on est dans un canal baissier. Donc aussi longtemps qu'on évoluera dans ce canal, je pense que la parité est plus probable que plutôt revenir à 1,40. Vous voyez. Donc voilà, je pense que l'objectif à parité est beaucoup plus voilà possible que
les 1,40. Maintenant, est-ce qu'on va aller chercher la parité dans 6 mois? Je ne pense vraiment pas. Maintenant, sur du long terme, la réponse, écoutez, je pense que oui. Je pense que oui, c'est tout à fait possible. Et c'est le scénario que je privilégierai tant qu'on est dans ce canal. Vous voyez, techniquement, le fait qu'on soit dans ce canal incite à shorter l'euro sur du très long terme. Voilà, donc l'euro-dollar, faut rester patient, mais donc pour répondre oui à votre question, la parité, je pense que oui, c'est possible, mais maintenant, c'est pas pour demain. Voilà, donc l'euro-dollar, wait and see, le GBP USD, voilà, on met de côté, comme vous savez, l'USD yen, bon, l'USD yen rebondit, mais il cherche toujours avant le dollar, tout simplement parce que le dollar, bon, il est revenu assez élevé à cause de, voilà, la situation au Royaume-Uni, le budget, voilà, français, enfin italien et dorénavant français voilà, qui pose quand même quelques incertitudes, mais on a toujours le fait qu'on a la Fed qui revoit qui va potentiellement ralentir son resserrement monétaire l'année prochaine. On a une courbe de taux qui continue à s'aplatir et ça, c'est mauvais pour le dollar. Donc le dollar, ça reste une devise, enfin ça devient de plus en plus une devise à vendre. Maintenant, ce qu'on aime voir, c'est des signaux. Et tout comme l'euro-dollar, pour le moment, on est un triangle symétrique. Et aussi longtemps qu'on évoluera dans ce triangle symétrique, je pense que le mieux en swing trading, c'est de ne rien faire. Vous voyez qu'on a un point de contact, 2, 3, 4. On est revenu rebondir lundi. Voilà, c'est pour le moment, comment dire, c'est neutre. Hein. Et d'ailleurs, pardon, normalement, donc sommet, c'est dans une tendance haussière, donc c'est sommet, creux, sommet, creux. Donc là, normalement, je devrais l'ajuster comme cela. Voilà. Donc la tendance haussière, le sommet, le creux, le sommet, le creux. Donc là, on a le triangle. Nous avons le triangle. Et c'est la sortie de ce triangle qui donnera une direction. Si on y sort par le haut, il faudra s'attendre à une hausse jusqu'au plus haut annuel. Et donc l'euro-dollar reviendra très probablement à 1,13, voire même bien en dessous, voire même 1,12. Par contre, si on y sort par le bas, là, dans ce cas-là, l'euro a toutes ses chances de revenir à 1,15, voire même beaucoup plus haut. Donc, voilà, le mieux, le DXRX, c'est d'attendre qu'on ait notre signal de breakout pour vraiment se positionner. Pour le moment, il faut rester vraiment, j'ai envie de dire, très prudent sur le dollar. L'USD4, donc voilà, l'USD4 pour le moment, pas grand chose à faire. Techniquement, est-ce qu'on a une divergence? Alors, on va déjà revenir sur du long terme, weekly. Weekly, on n'a aucun signal baissier. Pour le moment, c'est clairement haussier. Hein, vous voyez, voilà, bande de Keltner, moyenne mobile, Ishimoku, voilà, les indicateurs de tendance sont haussiers. En journalier, bon, on a le breakout quand même, on a un plus haut d'un an. Regardez, prix de clôture plus élevé que ceux qu'on avait en juin. Donc on a quand même des signaux haussiers. Le fait qu'on ait des breakouts, c'est voilà, c'est une information plutôt positive. Maintenant, on voit qu'on a un momentum qui ralentit. Donc ça, c'est quelque chose qui voilà, vient fragiliser quand même la conviction acheteuse. Maintenant, c'est pas encore un signal baissier suffisamment convaincant. Et d'ailleurs, on va profiter pour actualiser voilà, comment dire, ce canal. Et donc ça, on va enlever ces retracements de Fibonacci. Ça et ça, on peut enlever ça aussi. Et donc là, on va tracer la parallèle. Voilà, donc là, on est en haut du canal. Et voilà, bande de Keltner, c'est haussier. Malgré le fait qu'on ait une divergence, on voit qu'on n'a pas encore ni une baisse du prix, ni vraiment une chute du momentum. Donc, tant que le RSI se situe au-dessus de 50 et que le prix est au-dessus de son canal et surtout au-dessus de la bande inférieure de Keltner, parce que vous voyez que lorsqu'on avait eu le breakout, rappelez-vous en début décembre, la semaine dernière, eh bien, j'avais donné un scénario baissier et finalement, vous voyez que les bandes de Keltner, le fait qu'on n'avait pas clôturé en dessous, eh bien, c'était avéré un bon signal, n'avait pas donné d'indication de renversement de tendance. Donc, voilà, les bandes de Keltner peuvent nous être utiles.
peuvent nous être très utiles même. Voilà, donc tant qu'on est dans ce canal et même dans les bandes de Kettner, j'ai envie de dire la tendance elle reste haussière sur les SD4. Voilà, maintenant, est-ce qu'il faut payer maintenant? Je pense pas, puisqu'on est quand même à un niveau de résistance quand même assez important, on a une divergence. Donc soit on attend le pullback, soit on attend vraiment un breakout pour repasser long. L'AUD, comme j'ai dit, c'est bullish. Voilà, on va direct, on va tout de suite même le montrer. Donc c'est bullish jusqu'à 0,75. Voilà, bullish 0,75. C'est l'objectif. Le NZD-USD, alors le NZD-USD, on a toujours cette divergence qui est en place. Toutefois, le RSI est toujours au-dessus de 50, donc voilà, c'est pas non plus quelque chose de, comment dire, de inquiétant, si je puis dire. Donc, va falloir attendre vraiment un renversement du prix. Donc, ce que j'aimerais voir pour vraiment passer vendeur sur le NZD, c'est qu'on ait, comment dire, eh bien, une clôture en dessous des bandes de Keltner. Mais là, ce que je suis en train de penser, c'est que l'AUD-NZD, voilà, l'AUD-NZD, alors, pour le moment, c'est toujours baissier, mais ça pourrait changer. Vous voyez que l'AUD-NZD a, voilà, on a clôturé sous ce triangle. On est sorti de ce triangle pluriannuel. On est sorti par le bas. Voilà, on a une clôture sous ce support. Donc là, ça va être quelque chose à surveiller de très près, la UDNZD. Mais en tout cas, tant qu'on est en dessous de la bande inférieure, supérieure de Keltner, vous voyez ici, va falloir rester baissier sur la UDNZD. C'est qu'en cas de rebond de la UDNZD et de clôture au-dessus de la bande supérieure de Keltner en journalier qu'il faudra passer long. En 4 heures, je pense qu'on a une divergence. Voilà, on a des signaux assez intéressants quand même. Maintenant, c'est à vous de voir si vous voulez utiliser les signaux en 4 heures sans de confirmation du journalier. C'est à vous de voir. Mais en tout cas, on a des signaux assez intéressants. Parce que vous voyez ici, on a le breakout, la divergence. Voilà, donc on a en fait finalement un peu la même chose que ce qu'on avait à ce moment-là. On a finalement la même chose. Voilà, regardez. Divergence, un léger rebond. Donc là, ce qu'on a actuellement, ça pourrait être, voilà, on a potentiellement fait le point haut. Ou alors, on est au début d'un rebond majeur. Donc là, UDNZD, je pense encore un peu trop tôt pour se positionner. C'est pour ça que vraiment, j'attendrai que, eh bien, que le cours clôture au-dessus de la bande supérieure de Kellner pour potentiellement passer à l'achat. Voilà. Au niveau de l'USD-CHF, alors le USD-CHF on a un rebond, mais voilà, le franc, tout comme le yen, j'ai plutôt une conviction qui est haussière sur du moyen terme, et donc le franc, je m'attends à une baisse jusqu'à 0,97, comment dire, à moyen terme. Rappelez-vous, je vous rappelle, pardon, la BNS demain, BNS, BCE demain, donc voilà. Bon, la BNS, il n'y a pas grand-chose attendu, mais il y aura quand même les révisions des perspectives économiques, dont l'inflation, et donc voilà. Selon les perspectives économiques, à mon avis, l'inflation va être revue à la baisse, eh bien, on aura une réaction du marché. Alors, je repasse sur les indices parce que j'ai de nouvelles questions. Donc, Dow Jones en 4 heures. Alors, si on parle du Dow Jones cash et non pas le futur, parce que moi, j'ai mis les horaires du cash en intraday. Vous voyez que j'ai que le cash. Alors, je vais enlever un petit peu tout ça. Voilà, donc en 4 heures, écoutez, le support de lundi, c'est définitivement un support qui est intéressant à payer. Vous voyez, les 24 000 points, concrètement, c'est le support à payer sur le Dow Jones à court terme pour chercher, encore une fois à court terme, les 25 000. Ça, c'est sur du court terme. Donc 25 000, c'est le premier objectif. En swing, il va falloir venir chez les 26 000. Alors, j'ai des questions également sur le Nasdaq. Du Nasdaq, il me semble qu'il y a une résistance sur 6800, mais votre signal préconise d'acheter le support à 6600. Alors, moi, mon signal, c'est le signal du VIX. C'est le signal du VIX, donc le signal du VIX ne donne pas un signal au niveau du prix. Ça donne vraiment simplement un signal d'achat, peu importe le prix du Nasdaq. Voilà. Donc, Nasdaq, moi, je suis, comme je vous l'ai dit hier, voilà, concrètement, je suis optimiste sur le Nasdaq.
Le signal du VIX qui a été donné lundi à la clôture des marchés américains est valable, comme je l'ai dit, pour le S&P, mais également pour l'ensemble des indices majeurs, que ce soit le Nasdaq, que ce soit le Dow Jones, que ce soit le CAC 40, que ce soit le DAX, que ce soit le FTSE. D'accord? Donc, voilà. Je suis haussier sur les marchés actions d'un point de vue global au vu du signal du VIX. Donc voilà, Nasdaq, je suis haussier jusqu'à dans un premier temps, comme je l'ai dit hier, 6009, 7000 points. Mais si on clôture au-dessus de cette oblique baissière, honnêtement, on peut venir aller chercher les 7351, vous voyez. Donc voilà, je suis en tout cas optimiste. Seuil d'invalidation, c'est les récents plus bas. Donc les récents plus bas sur le Nasdaq, c'est quoi? C'est les 6450. Sur le S&P, c'est les 2580. Sur le Dow Jones, c'est les 23 870. Voilà, ça c'est des seuils d'invalidation. Si on passe sous ces supports, voilà, il y a fort à parier qu'on rentre vraiment dans une baisse beaucoup plus importante. Je ne veux pas dire le mot crack, mais voilà, on s'approcherait grandement du crack si on passe sous ces supports. Voilà, donc marché action haussier. Apple, si vous pouvez. Alors Apple, regardez ici. Apple, divergence haussière. C'est pour ça aussi que je suis extrêmement haussier sur les marchés actions. C'est que si vous regardez les mastodontes technologiques, voilà, on a quand même des signaux assez intéressants. Maintenant, on n'a pas l'élément, enfin vraiment le prix qui confirme, voilà, ces rebonds de momentum. Vraiment, le prix est toujours en baisse, mais voilà, tout mène à croire que Apple va rebondir au vu de ces divergences. Bon, après, voilà, encore une fois, les divergences toutes seules ne sont pas suffisantes. Mais en tout cas, si on a, vous voyez, Apple qui clôture au-dessus de sa vente supérieure de 4 heures, ça serait un signal positif qui renforcerait ma conviction haussière. Voilà, donc Apple, wait and see. Le RSI à 30, sous 30 de Apple en journalier, c'est pas souvent. C'est pas souvent que ça arrive. Vous voyez, si on se met sur 1000 unités, on avait quand même, vous voyez, c'était arrivé en novembre 2016, c'était arrivé en mai 2016, en janvier 2016, en février 2018, pardon, mais vous voyez, ça arrive très rarement. Et une divergence, bah, vous voyez ici, il y avait une divergence en février. Regardez, pour ceux qui ne la voient pas, prix clôture. Alors, prix clôture, prix clôture, prix clôture, prix clôture. Donc on voit les creux sont de plus en plus hauts sur le RSI, mais de plus en plus bas sur le prix. Ensuite, on va aller à ce moment-là, c'était la dernière fois où on avait également le RSI en survente. RSI en survente, qu'est-ce qu'il fait? Bon, on a une divergence. Non, on n'a pas de divergence. Donc là, pour le coup, il y avait pas forcément de quoi payer. Hein. Par contre, ici, on en a une. Regardez, survente, rebond, prix, en baisse. Et vous voyez, ensuite, on a eu un rebond. On a eu quand même un rebond par rapport au plus bas de prix clôture. Au moment où ça a été déclenché, cette divergence, donc c'était ici, vous voyez, RSI 50, quand même une hausse de 14%. Donc voilà, le fait que le RSI de Apple soit sous 30 et qu'en plus de cela, on est en train de former une divergence, il y a quand même de plus en plus de chances qu'on ait un rebond. Vous voyez, donc c'est pour cela que j'envisage vraiment, et ici Apple rebondit, voilà, il y a fort à parier que l'ensemble des marchés actions rebondissent. Donc c'est pour ça que je suis positif sur les marchés actions. Déjà parce que voilà, on a notre signal du VIX, on a des marteaux sur S&P, sur le Dow Jones, et au niveau de Apple et même des autres mastodontes technologiques, on a quand même des RSI assez faibles et on a des divergences qui se forment. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup. Alors il y a toujours un risque que ces divergences n'aboutissent pas à un rebond. C'est pour ça qu'il faut toujours se protéger avec des stops. Mais les probabilités, si je devais parler de probabilité, j'ai pas de chiffre, voilà, je peux pas vous donner un chiffre, je peux pas vous dire il y a 80% de probabilité d'une hausse, mais voilà, vu tous les signaux, il y a quand même une accumulation de signaux qui n'arrivent pas souvent et qui sont statistiquement
quand même assez fiable. Déjà, rien que le signal du VIX, vous savez, de ma fameuse stratégie que je vous ai présentée et qui est disponible sur YouTube, sur le site d'LFX, etc. Enfin bon, déjà, ce simple signal est quand même assez pertinent. Mais en plus de cela, on a des divergences sur les mastodontes et les marteaux sur les indices. Honnêtement, voilà, si on attend, on peut attendre une confirmation du prix, on peut attendre voilà vraiment un rebond de Apple pour passer à l'achat, mais voilà, je suis plutôt optimiste au vu de ces signaux. Apple est en correction. Oui, Apple est en correction. Maintenant, c'est pas parce qu'Apple est en correction que Apple va s'écrouler. Vous voyez, des phases de correction, ça arrive aujourd'hui, ça arrivait hier, ça arrivera demain. Vous voyez, il y a un moment ou un autre où les actions rebondissent. Pourquoi ça ne serait pas aujourd'hui? Peut-être que ça ne sera pas aujourd'hui, mais qui sait? Vous voyez, on est sur le plus bas annuel, c'est probablement pour une raison. Donc on rattrape pas un couteau qui tombe. Vous voyez. Maintenant, si on a des arguments de payer ces plus bas, pourquoi pas? Mais on paye pas un plus bas parce que c'est un plus bas. D'accord? On paye pas Apple parce que Apple est un plus bas de 6 mois. Vous voyez? On paye Apple parce qu'on a des signaux haussiers. C'est pour ça qu'on n'achète pas un support ou qu'on ne vend pas une résistance. Ces seuils de support de résistance sont des seuils à surveiller, à être attentif. Mais c'est pas parce que voilà, on est haussier et qu'on arrive proche d'une résistance qu'il faut prendre ses bénéfices immédiatement. Bah, alors, on peut en prendre une partie pour voilà, au moins encaisser certains gains, mais tant que la tendance est haussière, rappelez-vous, il faut laisser courir les gains et couper rapidement les pertes. Rappelez-vous toujours de cette phrase. Donc voilà, c'est pas parce qu'on est sur un support qu'il faut forcément acheter, et c'est pas parce qu'on est sous une résistance qu'il faut forcément vendre. Voilà. Et donc je termine par les commodities. L'or, bon l'or dans un canal haussier, pour moi il n'y a pas grand chose à faire je pense en journalier. Vous voyez qu'en journalier on n'a pas de signaux baissiers qui viennent compromettre cette tendance, mais en même temps on n'est pas sur support, enfin on n'a pas de signaux haussiers, vous voyez, enfin pas de nouveau en tout cas, même s'il est toujours possible, voilà, je pense qu'il est envisageable de viser les 1262. Tant qu'on est dans ce canal, la tendance sera considérée comme haussière. En plus la Chikou voilà, a confirmé récemment le changement de tendance, voilà, il n'y a plus vraiment de raison de shorter l'or pour le moment. En tout cas, je ne les vois pas les raisons. En 4 heures, 4 heures, alors vous voyez qu'on a une phase de respiration du RSI et du prix. Néanmoins, on reste quand même très largement, vous voyez, le RSI est la plupart du temps au-dessus de 50. Là, on rebondit dessus, donc on a potentiellement un rebond qui va se faire. En horaire, aucun signal. Hein. Enfin, en tout cas, je n'en vois pas. On n'a pas de divergence, on a rien du tout. Donc voilà, l'or, c'est pour le moment, c'est flat. Hein. C'est flat. À l'image du RSI horaire. RSI horaire, 50. RSI 4 heures, 53. Vous voyez, mais bon, il était à 50 hier. RSI journalier, 63. Donc voilà, sur du journalier, sur du moyen terme, c'est haussier. Maintenant, on le voit sur du horaire ou du 4 heures. Pour le moment, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de pression ni acheteuse ni vendeuse. En tout cas, dominante. Pétrole. Alors, on a eu un léger rebond hier, mais concrètement, techniquement, pardon, on reste dans un range. On reste dans un range qui est entre 64 et 58, le Brent. Et tant qu'on restera dans son range, je pense que la meilleure chose à faire, c'est pour les swing traders de rester à l'écart, pour les day traders, pourquoi pas de trader ce range. Voilà. Mais on voit, regardez, RSI pareil, RSI 4 heures 50, RSI horaire 50. Donc vous voyez, il n'y a aucun mouvement sur le pétrole à court terme. C'est quasiment impossible de le trader. Vous voyez, même en day trading finalement. Le brut, pareil, RSI 56, 4 heures 51, le RSI. On est sous pivot hebdo, il n'y a pas grand chose à faire. Alors, une recommandation serait potentiellement d'acheter le support du range et de vendre la résistance, parce que voilà, tant, plus on est dans un range, plus il y a de chances qu'on y reste, d'accord? Mais ça ne veut pas dire, pardon, alors j'ai perdu ce que je voulais dire. Ça ne veut pas dire oui qu'on aura de la volatilité, excusez-moi. Par contre, en journalier, on a une divergence, donc ça sous-entend qu'on va potentiellement, que ça va potentiellement rebondir. Voilà. Mais ce qu'on attendra, c'est un signal du prix, et donc que le prix clôture au-dessus de sa bande supérieure de 4 heures, ou en tout cas au-dessus de son range. Dès qu'on a une sortie du range, possibilité de passer à l'achat. Vous voyez, possibilité de passer à l'achat pour anticiper une correction de 50% de cette tendance, c'est-à-dire un retour
à 63,50. Par contre, si on y sort par le bas, ce qui est également possible, hein, puisque le range c'est pas une figure de retournement, si on y sort par le bas, il faudra s'attendre à une correction jusqu'à 42 $. Donc ça, c'est pour les moyens termes swing traders. Vous voyez, moyen terme swing trader, il n'y a rien à faire pour le moment. Par contre, dès qu'il y aura un breakout, là, on pourra passer soit à l'achat, soit à la vente. Pour moi, il faut une phase de consolidation déjà avant de passer baissier à haussier, non? Alors oui, pour moi également, que je dis régulièrement, mais les V-bottom existent rarement. Vous voyez, c'est rare que on plonge et ensuite on a un rebond. Ça arrive sur les marchés actions parfois, mais c'est pas souvent. C'est pas souvent. Sur le forex, ça arrive parce que le forex, c'est vraiment particulier. C'est deux devises. Hein. Le forex, c'est que des forces relatives. Hein. Et le forex, c'est des forces relatives. Donc, voilà. Mais oui, il y a souvent une phase de transition. Maintenant, c'est pas parce que on est en baisse qu'on a un range qu'on va forcément avoir un rebond. Vous voyez, on peut avoir une baisse, un range et une nouvelle baisse. D'ailleurs, ça serait intéressant de voir ce que Bulkowski a relevé. Est-ce qu'un range a plus de chances d'être une figure de continuation ou d'être une figure de retournement? Alors, range. Narrow range. Alors, je ne sais pas c'est quoi narrow range 4 ou narrow range 7. Narrow range. Bon, on va cliquer sur le range 4. Ah, c'est des figures en chandelier, ça. Ah, donc c'est rectangle. Rectangle. Rectangle bottom busted. Alors, vous savez quoi, on va montrer les trois. Alors, c'est pas le top, hein. Ça, c'est sûr. On va enlever le top. Bon, ça, c'est top. Voilà, on va l'enlever. Alors, voilà, rectangle. Ça, c'est le busted. Voilà, donc voilà. Rectangle bottoms sont appelés comme cela parce que le prix entre par le haut. Mid-list performing charts patterns, c'est-à-dire que dans la liste des figures des figures chartistes, c'est dans la liste, c'est dans la moyenne, finalement au milieu de la liste des figures chartistes les plus performantes. Donc c'est pas vraiment une figure extrêmement performante. Le taux d'échec est supérieur des autres patterns, mais la hausse, la moyenne, le rebond moyen dans un bull market est quite good, c'est plutôt bon. Alors, donc, déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on a throwback, pullback, quand même pullback, puisque si on sort par le haut et qu'on a une baisse, c'est un pullback. Ou alors c'est un throwback, je me souviens plus, je me souviens jamais. Mais bon, peu importe, throwback, pullback, c'est au-dessus de 50%. C'est-à-dire qu'il y a plus d'une chance sur deux qu'une fois le breakout, on ait un retour. Vous voyez qu'on a ce fameux pullback. Voilà. Dès qu'on a ce range, excusez-moi, donc on arrive par le haut, vous voyez, on a quand même downward 55% of the time, donc 55% de temps où on a une sortie par le bas. Donc c'est quand même, voilà, majoritairement c'est une figure de continuation, on peut le dire. Certes, c'est pas du 80%, mais c'est quand même plus de 50, donc c'est une figure de continuation. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de rebond, parce que si c'est 55% de chance de sortie par le bas, c'est-à-dire qu'il y a 45% de chance de sortie par le haut, et que donc 45% de chance que ce soit une figure de retournement. Mais majoritairement, c'est une figure de continuation. Donc, voilà.
Pour ça qu'il faut peut-être attendre le breakout pour vraiment trader ce range. Le vote de confiance ce soir contre Theresa May, s'il n'est pas bon, devra-t-elle quitter son poste de Premier ministre? Alors oui, c'est ça. Hein. Si le vote, si les députés votent contre Theresa May, elle devra quitter son poste. Elle devra quitter son poste. Et déclencher des gros mouvements sur les indices. Alors oui, potentiellement des gros mouvements sur les indices. Maintenant, voilà, rappelez-vous ce qui s'est passé en 2016 entre l'élection de Donald Trump et le Brexit. Tout le monde a parlé d'un crack, et pourtant, bon, on a eu une forte baisse, oui, les premières journées, voire seulement en intraday, et ensuite on a eu un bull market. Donc voilà, attention, voilà, ça peut être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, hein, parce que c'est un tout, hein, c'est un contexte. On a la guerre commerciale, on a le budget italien, voilà, on a la courbe des taux aux US, donc ça peut être vous voyez, c'est un tout. C'est peut-être la décision de Theresa May qui va provoquer le fameux crack, peut-être le fameux moins 30% sur les marchés actions. Mais voilà, attention non plus à pas se jeter, enfin se précipiter. Faudra être très prudent. Oui, faudra être très prudent. Un range, c'est un peu comme un gigantesque drapeau. Alors c'est le drapeau en fait qui est un range, ce qu'un drapeau c'est orienté, ça a une direction. C'est de la direction opposée de la précédente tendance. C'est-à-dire que vous avez un mouvement haussier, d'accord? Ensuite, vous avez un drapeau, c'est un range qui est orienté vers le bas. Et ensuite, on a une sortie par le haut. Donc un drapeau, c'est ni plus ni moins qu'un range mais orienté dans la direction opposée de la précédente tendance. C'est une figure de continuation, le drapeau. C'est pas une figure de retournement. Alors, qui pourrait la remplacer comme Premier ministre? Alors, pro-Brexit ou anti-Brexit? Eh bien justement, ce sera soit l'un, soit l'autre. Mais ça ne sera pas comme Theresa May. Theresa May, c'est une conservatrice qui a voté pour le Remain, qui n'a pas voté pour le Brexit, d'accord, mais qui voilà, s'emploie à négocier pour un Brexit. Au Royaume-Uni, il y a personne vraiment qui a voté pour un soft Brexit, vous voyez. Les gens ont voté pour un Remain ou les gens ont voté pour un Brexit, mais ils n'ont pas voté pour un entre-deux. Et ce que fait Theresa May, alors ça va, elle essaie de limiter la casse, hein, c'est tout à son honneur, hein, mais concrètement, elle fait ce que personne n'a demandé, enfin ce que peut-être il y a 10% des Britanniques ont demandé. Vous voyez, il y en a qui ont demandé un Brexit, il y en a qui ont demandé un Remain, mais il n'y a pas des gens qui ont demandé un entre-deux. Vous voyez. Alors peut-être qu'il y en a, mais ça doit être vraiment minoritaire. Et c'est ce qu'a fait globalement Theresa May, c'est ce qu'elle fait. Alors c'est tout à son honneur parce qu'elle essaie de limiter la casse d'un point de vue économique, je parle bien, mais voilà. Voilà. Feras-tu une émission spéciale pour ce vote ce soir à partir de 19h? Ça vaudrait le coup. Alors écoutez, je vais réfléchir. Je vous en ferai part sur les réseaux sociaux. Et s'il y en a un, de toute façon, il sera dans le calendrier des séminaires en ligne. Donc, ce que je vous invite à faire, vous voyez que le séminaire en ligne, c'est ici. Ce que je vous invite à faire, c'est de regarder cette page dans l'après-midi. Je vais y réfléchir. Voilà, je vais voir ce que je peux faire. Je vais voir ce que je peux faire. Je vais voir ce que je vais faire, je vais me renseigner, parce que ça se trouve le vote sera annulé ce soir, enfin d'ici ce soir. Donc voilà, je vais attendre quand même un petit peu, pas me précipiter, et voilà, je me déciderai dans l'après-midi. Donc oui, si j'en fais un, j'enverrai un tweet sur Twitter. J'enverrai un tweet, je ferai part sur les réseaux sociaux, ça sera également sur cette page. Voilà, donc regardez cette page dans l'après-midi, voilà, fin d'après-midi plutôt. Fin d'après-midi, je serai décidé, voilà. Voilà. Donc écoutez, je pense qu'on a fait un bon tour des marchés. Merci beaucoup pour votre attention et surtout pour votre participation. Oui, il y aura un live spécial BCE demain. D'ailleurs, je vous invite à vous inscrire. Hein. Je vous envoie le lien. C'est moi-même hein, qui présentera ce live BCE. Donc live BCE, voilà, c'est ici. Vous voyez. Donc vous avez simplement à cliquer. Voilà. Je vous envoie le lien. Donc ça, c'est le live spécial BCE. Et donc voilà. Merci pour votre attention, merci pour votre participation également, vraiment très très importante, ça fait plaisir. Merci beaucoup et voilà. À demain si je n'organise pas de webinaire ce soir. Voilà, au pire de toute façon on fera un point demain matin. Je vais voir si ça vaut le coup. Mais donc voilà. À demain, peut-être à ce soir. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Soyez prudents sur les marchés et voilà. À très vite.